Bonsoir. Nous sommes heureux de vous accueillir pour cette conférence inaugurale des tribunaux de Marrakech. Votre Excellence, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président des universités en général, Monsieur les secrétaires généraux, Monsieur les doyens, les vice-doyens, chers collègues, Mesdames et Messieurs, honorables assistants, aujourd'hui, nous sommes honorés par la présence de son Excellence, M. Saïd Hamzazi, ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, et de la recherche scientifique, pour inaugurer notre cycle des grandes conférences des tribunes de Marrakech de l'enseignement supérieur. Cette conférence fait suite à une tradition lancée depuis en 2014 et constitue de ce fait un renforcement du rôle d'éclaireur public de notre université. Mais au-delà de la possibilité d'asseoir ce rôle de l'université, la conférence d'aujourd'hui constitue pour nous, communauté universitaire, avec toutes ses composantes et parties prenantes, une célébration. Nous célébrons l'adoption en août dernier de la loi cadre 51-17 relative au système d'éducation, de formation et de recherche scientifique. Une loi qui déclenchera sans doute un ensemble de réformes, à l'instar de la mise en application du système du bachelor. Nous sommes heureux que nos étudiants auront l'occasion aujourd'hui d'en savoir plus. L'Université Qadiriyat a, depuis l'inauguration de ce cycle par le grand sociologue, médiologue et philosophe français Edgar Morin, n'a cessé d'accueillir d'éminents professeurs d'envergure internationale venant du monde politique, scientifique et culturel de tous bords et tous horizons. Ces rencontres contribuent aux présentations d'idées nouvelles, au débat, au dialogue et à la culture. C'est ainsi que les tribunes de Marrakech ont eu l'honneur de recevoir des conférenciers d'envergure tels que Todorov, philosophe et sémiologue, Alain Touraine, Driss Yazami, Gilles Kipel, Federico Mayor, Rachid Yazami, Rachid Guerraoui, Carlos Arago de Carvalho, Salah Stiti, Abdullah Sarr, Michel Blanquer, Peter Thompson, Mehdi Qutbi, Jacques Long, Quentin Paoli, Pascal Blanchard, Daniel Cohen et bien d'autres que je n'ai pas pu citer parce que la liste est longue. Aujourd'hui, nous accueillons en la personne de Monsieur le Ministre un partenaire de choix, un véritable soutien pour l'université dans les défis auxquels ils doivent faire face. Si les universités ont toujours joué parfaitement leur rôle dans les transitions des paradigmes du monde, c'est parce que ces derniers se mettaient lentement en place dans les esprits et dans les mœurs. Les universités ont certes été un lieu de réflexion des problématiques du développement économique, social, culturel et politique de la société et ont été capables de catalyser à temps la transformation dans les organisations. Cependant, dans un monde où les mutations s'effectuent avec une rapidité exponentielle, à l'ère de la mondialisation et du numérique, où la notion de frontière est redéfinie, les systèmes de l'enseignement supérieur manquent de promptitude de réaction. La loi 4 51-17 est venue pour donner un souffle nouveau à l'enseignement supérieur et nous sommes heureux et honorés d'avoir l'occasion d'entendre un peu plus de détails
sur cette question de la part de M. Saïd Hamzazi, ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Permettez-moi, cher auditoire, de vous donner un petit aperçu de la biographie de M. le ministre, bien entendu, et qui est loin d'être exhaustive. M. Saïd Hamzazi a été nommé par Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, le lundi 22 janvier 2018, ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, titulaire d'un doctorat d'État en biologie de l'Université Pierre et Marie Curie. M. Hamzazi avait occupé, depuis en janvier 2015, le poste de président de l'Université Mohamed V, l'université mère. Il était doyen de la fac des sciences relevant de l'université, de la même université, et vice-doyen avant. Il est aussi membre de la Commission nationale de coordination de l'enseignement supérieur et membre du comité préparatoire du Conseil national des langues et de la culture marocaine. Il est également membre et président de plusieurs commissions à l'échelle nationale et internationale. M. Hamzazi a son actif plusieurs activités dans les domaines pédagogiques et scientifiques. Il a dirigé plus d'une trentaine de thèses à l'échelle nationale et internationale. Il est l'auteur de plus d'une soixantaine de publications internationales indexées et de plusieurs ouvrages. Je regrette, Monsieur le ministre, que les biographies ne contiennent que les diplômes et les compétences techniques et qu'ils ne fassent allusion aux valeurs humaines. Parce que, si c'est le cas, j'ajouterai sur cette biographie que Saïd Hamzazi l'homme et d'un humanisme, d'une convivialité, d'un pragmatisme et d'un sens de l'écoute sans borne. Je ne citerai que ça parmi beaucoup d'autres qualités. Monsieur le ministre, bienvenue à l'Université Qadariyya, votre université. Je vous prie de bien vouloir prendre la parole. Merci, cher Président, pour les belles paroles prononcées à mon compte et merci pour cette belle invitation. Merci pour me permettre d'échanger avec. Je suis vraiment impressionné et ému à la fois par cette présence importante et cette présence surtout enrichie par les étudiants. C'est, je crois, la première fois qu'il y a une tribune, une audience aussi importante d'étudiants. Et donc, c'est formidable parce qu'on va pouvoir discuter avec eux et échanger sur ce que nous sommes en train de présenter. Sid Loisir, c'est Wakil mon général, c'est le Katilam, c'est le Moudir Académia, c'est Datu Sadar Rasa, c'est Datu Sadar Omada, Nouab Raqi Rasa, Nouab Omada. زملائي زميلاتي زملائي الاساتذه كما قلت جد سعيد بهذا اللقاء بهذا الحضور المكثف وهذا تعبير على الحمد لله الديناميه والحماس اللي كتعرف الجامعات القضائيه جامعه رائده على المستوى الوطني تموقع ديالها على المستوى الدولي وهذه مفخره بالنسبه للمغرب ويمكننا حنا كوزاره كلنا ندعموا هذه المبادرات. Je voudrais également remercier Monsieur le Président de m'avoir fait l'honneur de lancer cette séance inaugurale de cette tribune de Marrakech. Je ne suis pas sûr, je suis à la hauteur de ceux qui m'ont précédé. Et franchement, je suis impressionné par la qualité de ces philosophes, des hommes de science, de culture. Et donc, la thématique, alors la proposition de l'intitulé est une proposition qui a été discutée avec Si Hassan et je trouve que le titre est très intéressant parce que dans le titre il y a deux grands mots-clés, le nouveau système pédagogique et l'employabilité. Alors je vais plus m'attarder sur le nouveau système pédagogique parce qu'en fait, le nouveau système pédagogique se veut une solution de ce problème d'employabilité. Et je voudrais partager
avec vous, c'est plus une réflexion collective qu'on va faire aujourd'hui, qu'on va faire ce soir, plutôt qu'une conférence en bonne et due forme. Je voulais vous dire qu'il faut faire un état des lieux de cette employabilité et évoquer certaines contraintes. Parce que le problème de l'employabilité aujourd'hui n'est pas un problème national, absolument pas, mais c'est une problématique universelle. Partout, il y a un gros problème d'emploi des jeunes, notamment des jeunes. Pourquoi? Parce que les différents systèmes éducatifs, quand ils se développent, ils ciblent une chose importante, c'est la généralisation. Pourquoi la généralisation? Parce que l'accès à la scolarisation est un droit humain, comme les autres droits de l'homme. Et donc il faut absolument garantir une place pour chaque citoyen là où il se trouve. C'était également, ce sont les orientations de la Banque mondiale, énormément de pays ont adopté cette mesure, et le Maroc a suivi exactement cette démarche. Et grâce à cette généralisation, et aujourd'hui le Maroc peut être fier des scores, qui ont été atteints. Nous avons au niveau primaire pratiquement 100% de scolarisation. Même au niveau rural, aujourd'hui, dans n'importe quel endroit, aussi éloigné dans la montagne, vous allez trouver obligatoirement une classe. Là où vous vous déplacez. Au niveau collège, nous sommes pratiquement à 90%, et au niveau lycée, nous sommes en train de faire évoluer cette scolarisation pour atteindre également le 100%. Sachant que l'obligation de la scolarité, elle est jusqu'à 16 ans. Mais malgré ça, il faudrait absolument qu'on puisse offrir la possibilité aux jeunes Marocains d'étudier et d'atteindre les niveaux les plus avancés. Je vous rappelle que notre capital, notre force nationale, c'est notre capital humain. Et Sa Majesté de l'Assiste n'a cessé de le répéter et de dire qu'il faudrait déployer des programmes de qualification et d'accompagnement de ce capital humain. Donc ce taux de scolarisation, dû à la généralisation, a fait que nous avons de plus en plus de diplômés. Et le fait d'avoir beaucoup de diplômés a fait qu'il y a eu cette problématique du chômage des jeunes. Et donc, il faudrait savoir que l'emploi ne se décrète pas. On ne peut pas venir et décider de l'emploi. L'emploi, c'est un aboutissement, c'est un processus où il y a énormément d'aspects multidimensionnels, donc considération économique d'un pays, financière, sociale, éducative. Donc c'est un processus multidimensionnel, l'emploi. Et c'est vrai qu'on ne peut pas venir très facilement, comme le font énormément de gens, et pointer du doigt l'université et dire que l'université est une boîte à chômage. C'est comme ça qu'on l'a décrivé à un certain temps. Et dire que la formation n'est pas en adéquation avec le besoin du marché. C'est trop simpliste. Il faudrait absolument rappeler la difficulté, la complexité de l'emploi. Il y a un rapport de la Banque mondiale et du HCP de 2017 qui a imputé cette difficulté d'emploi tout simplement à la rigidité du marché du travail et à l'incapacité d'absorber autant de jeunes formés. Alors, la vidéo que vous avez vue, c'était je crois que c'était la CGR, absolument à Gaza, pour reprendre un peu cette réflexion. C'est vrai que chaque année, nous mettons sur le marché quelques 300 000 jeunes lauréats, 120 000 des universités, 150 000 de la formation professionnelle. Notre économie aujourd'hui est incapable d'absorber les 300 000 au bout d'un an. Nous avons, cette année, bon, le chiffre n'a pas encore été fixé. Je crois qu'il y a des économistes avec nous, sûrement. Voilà, donc,
sous votre contrôle. Nous sommes à 2,9% de taux de croissance, mais ça n'a pas été encore arrêté. Je ne sais pas si on va l'atteindre ou pas. On s'est inscrit en 2020 3,7, je ne suis pas très sûr. Il faut voir, j'espère en tout cas qu'on l'atteindra. Et donc, avec une croissance pareille, on ne peut pas créer autant d'emplois. Un point de PIB, on nous dit c'est 27 000 postes, emplois créés. Mais je pense qu'un point de PIB aujourd'hui ne crée pas plus de 15 000. Et donc, voilà, l'équation est vite résolue. Comment arriver à absorber les 300 000? C'est très compliqué. Il faut faire au moins 7 points de PIB. Et on est loin de faire 7 points de PIB. Et puis, je pense que le salut, en tout cas, et on va peut-être l'évoquer tout à l'heure, le salut viendra de l'entrepreneuriat. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a une vague, une sensibilisation accrue pour sensibiliser les jeunes, les étudiants, à l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, non seulement va permettre d'apporter des solutions innovantes à ces jeunes, mais ils peuvent être également eux-mêmes source et origine de création d'emplois. Et aujourd'hui, les jeunes sont très avant-gardistes, très innovants, et ils l'ont démontré à plusieurs occasions, et je pense qu'ils ont toute la capacité de se surpasser et de nous donner des idées, de créer des entreprises très innovantes et très prometteuses. Paradoxalement, à ce problème de création de postes créés, nombreux postes ne sont pas pourvus. Il y a une étude qui a été, je crois que c'est une étude qui a été faite par la CGEM, de 2010 à 2015, 5 000 postes en offshoring n'ont pas été pourvus, parce qu'on n'a pas trouvé les profils adéquats. Et là, ça aussi, c'était un constat royal. En 2018, 20 août 2018, Sa Majesté l'a dit dans le discours, il a dit qu'il y a un gros problème d'adéquation de formation-emploi et beaucoup d'entreprises cherchent des profils bien formés, on ne les trouve pas. Ça veut dire que c'est une interpellation du gouvernement pour qu'on puisse faire autrement et changer un peu notre mindset. Quoi faire, nous autres? Alors, quand je dis gouvernement, chaque département ministériel est interpellé à son niveau. Nous, en tant qu'enseignement supérieur, quelle est notre responsabilité? Qu'est-ce qu'on devrait faire? Parce que quand on voit la raison, justement, de ce problème d'employabilité, j'ai parlé de la croissance économique, mais il y a également le profil de ce jeune étudiant, de ce jeune lauréat. Et donc, nous, en tant qu'enseignement supérieur, il faut absolument qu'on puisse favoriser l'employabilité de ces jeunes. Comment favoriser l'employabilité des jeunes? Eh bien, en regardant ce que nous sommes en train de faire. Qu'est-ce qu'on fait? On forme des jeunes à Bac plus 2, Bac plus 3, Bac plus 5, Bac plus 8 et de l'ingénierie. Quand on regarde quelle est la masse de jeunes que nous mettons sur le marché, eh bien, c'est à 88% des licenciés. Et la licence, aujourd'hui, c'est notre point de fragilité. C'est là où le bas blesse. La majorité des étudiants du Maroc sont dans l'accès ouvert et la majorité de cet accès ouvert sont dans la licence fondamentale. Et la majorité des lauréats, des diplômés que nous mettons chaque année sur le marché sont issus de ces licences fondamentales. Donc comment faire de cette fragilité d'aujourd'hui une véritable force de demain, puisque la grande masse se trouve dans ces licences. Et ce qui également, ce qui aggrave la situation, quand on regarde le chômage des diplômés, il y a un paradoxe marocain, c'est que quand on est diplômé, on chôme. C'est vrai que là aussi, ça dépend de l'état de santé de notre PME. La PME préfère recruter des lauréats et les payer à moindre coût plutôt de prendre des profils beaucoup plus diplômés. Mais quand on regarde sur quels sont les diplômes qui souffrent plus de chômage, encore une fois, c'est les licences, à 20%. Le Bac plus 2 à 15%.
le master à 16%, l'ingénierie 7% et le doctorat à 4%. Donc encore une fois, la licence est pointée du doigt. Et c'est donc là où il faudrait opérer. Recrute.com, je pense que vous connaissez, c'est un cabinet qui fait pas mal d'enquêtes sur la capacité, sur les enquêtes sur l'emploi. En 2018, il a dénombré quelques 99 832 postes créés en 2018. Et il a comparé ça à 2017. Et vous savez ce qu'il a trouvé? C'est qu'on a recruté 33% de moins de licenciés en 2018 qu'en 2017. Par contre, on a recruté 40% de plus à au-delà Bac plus 4. Vous imaginez donc, les Bac plus 3 ont de moins en moins de chances d'être recrutés. Et ça, c'est les chiffres qui le disent, et les enquêtes qui le rapportent. Et donc, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que le marché de l'emploi est en train de se professionnaliser. Il est en train d'investir sur des profils qui sont mieux formés. Et là, je voudrais pointer un problème qu'on a tendance à répéter et qui n'est pas tout à fait vrai. L'université, la vocation de l'université, elle n'a pas vocation de former à un métier. On n'a jamais dit qu'il faudrait former à un métier. Il faudrait former à la polyvalence. Il faudrait absolument que le lauréat puisse avoir toutes les aptitudes d'adaptation et de capacité de changement à n'importe quelle situation. Et on n'a jamais dit qu'il faudrait former à un métier donné. Même licence professionnelle, elle ne forme pas à un métier donné. D'autant plus que les métiers changent. Et là aussi, on y reviendra tout à l'heure, il faudrait qu'on puisse former ces étudiants, ces lauréats, à pouvoir s'adapter à ce changement de métier. Alors il y a un chiffre qui tourne, qui dit que pratiquement aux États-Unis, on change de métier chaque 6 ans, ou en Europe, on change de métier chaque 10 ans, et la moyenne de changement, c'est-à-dire quelqu'un qui rentre, une carrière professionnelle, eh bien, il va changer de métier 4 fois et demi dans sa carrière professionnelle, contrairement à nous autres enseignants. Nous, quand on démarre enseignant, on finit enseignant. Voilà. Donc, mais par contre, la règle générale, c'est 4 fois et demi. Vous imaginez? Et donc, il faudrait absolument donner la chance et la possibilité à ces jeunes étudiants de pouvoir avoir des compétences d'adaptation pour pouvoir changer ces métiers. Et on reviendra sur la question des soft skills, et la solution viendra de ces soft skills, et on détaillera davantage ces soft skills. Et donc, comme je disais, le problème aujourd'hui, où est-ce qu'il réside? Il réside au niveau de la licence. Et ce n'est pas quelque chose que je vais vous apprendre en tant qu'enseignant. Vous enseignez dans la licence, vous connaissez toutes les difficultés que rencontrent les enseignants durant cet enseignement en licence, et également les étudiants. Je vous rappelle également la frustration des enseignants pendant la première année de licence. Et donc pour moi, et après 16 ans maintenant que nous avons adopté le système LMD, je pense que notre système de licence est devenu obsolète. Et il y aura d'autres chiffres qu'on va vous présenter qui vont corroborer ce que je suis en train de dire. L'obsolescence de la licence, elle est actée, à mon sens, par les recruteurs, par l'écosystème économique, et également, donc, cette licence ne répond plus aux exigences du marché de l'emploi. Et je ne suis pas ni le premier ni le dernier à le dire. Les différents rapports du HCP, de la Cour des comptes, du Conseil économique, social et environnemental, du Conseil supérieur d'expression de l'information et de la recherche scientifique l'ont dit. Il y a eu un rapport, le dernier,
du Conseil supérieur d'éducation sur l'accès ouvert, et il est très accablant. Le rapport de la Cour des comptes sur la formation initiale et la formation continue est également très très alarmant. Et donc je pense que aujourd'hui le choix il est là. Il faut absolument faire quelque chose, ne plus rester spectateur de ce constat d'échec. Nous sommes en train de subir un système qui nous tire vers le bas. Le niveau de diplomation n'est pas au rendez-vous, la qualité de nos profils ne sont pas au rendez-vous, les employeurs, les recruteurs ne sont pas satisfaits, donc il faut absolument qu'on opère à un changement. Et Dieu merci, comme a dit Monsieur le Président, la loi cadre est venue pour nous appuyer, pour nous soutenir dans cette action. Et l'article 12, et il le dit très clairement, يعتمد تنظيم التعليم العالي على مبدأ الملائمة المستمرة بين مختلف التكوينات المقدمة في إطاره والتحولات الاقتصادية والاجتماعية مع الأخذ بعين الاعتبار تطور الأنظمة الجامعية على الصعيد الدولي. Premier alinéa de l'article 12. Troisième alinéa, اعتماد نظام بيداغوجي يستجيب لمتطلبات التنمية الوطنية وينفتح على التجارب الدولية. Voilà. La réponse est là. Il faut absolument innover. Il faudrait absolument s'arrimer à ce qui est en train d'être fait à l'échelle mondiale. Et il faudrait répondre au développement national. Le développement national nous demande des profils mieux formés, avec plus de personnalité, capables de jouer un rôle de véritable acteur. Eh bien, il faudrait qu'on se donne les moyens de le faire. Comment se donner les moyens de le faire? C'est revoir un peu notre système de formation. Quel est le niveau qui est le plus affecté? C'est le niveau de la licence. Et c'est lui qui constitue qui récolte le plus grand nombre d'étudiants. Et donc, la solution, ce n'est pas une solution magique. Nous avons regardé un peu ce qui se fait à la chaîne internationale, comme ce qui a été décrit dans la loi cadre. C'est le bachelor. Le bachelor, aujourd'hui, c'est le diplôme le plus répandu au monde. Il n'y a plus que la France qui délivre le diplôme de licence. Partout, c'est le bachelor. Dans les pays arabes, c'est le baccalauréat. Aux États-Unis, dans le système anglo-saxon, en Asie, c'est le bachelor. Et donc, il faudrait s'arrimer. En 2003, le ministre de l'époque a eu l'intelligence et la responsabilité politique de porter notre système d'enseignement supérieur vers cette mondialisation, après l'adoption du processus Bologne. Et aujourd'hui, je pense qu'il est temps qu'on fasse la même chose et qu'on s'arrime aux standards internationaux et qu'on puisse permettre à nos étudiants de circuler dans le monde en ayant ce bachelor. Et ce bachelor, ce qui est intéressant, c'est qu'il va remédier, il va répondre un peu à ces problèmes d'employabilité. Ces compétences transversales, c'est la maîtrise des langues étrangères, l'approfondissement disciplinaire, et donc tout ça, on va un peu le contenir dans ce modèle-là. Et donc, si on met aujourd'hui ce système de bachelor, c'est pour un étudiant plus épanoui. On voudrait que notre étudiant, une fois qu'il est lauréat, qu'il a une confiance en soi, c'est le plus important, qu'il puisse confronter n'importe quelle situation, qu'il puisse s'adapter à n'importe quel contexte, qu'il maîtrise des langues étrangères et qu'il puisse s'imposer. Aujourd'hui, quand il y a un entretien d'embauche, avant même
de découvrir est-ce que ce profil a des connaissances dans le domaine qu'on recherche ou pas. C'est déjà la posture, c'est déjà la première communication, la gestuelle. Alors tout ça, on n'a pas donné la chance à nos étudiants de l'apprendre. Ils l'apprennent sur le tas. Ils l'apprennent dans leur contexte familial ou environnemental. Il faut absolument que l'université puisse proposer ce type de formation à nos jeunes étudiants. Donc on veut un étudiant plus épanoui, acteur de ses apprentissages. Ça veut dire quoi, acteur de ses apprentissages? Quand il choisit une filière, c'est qu'on lui donne toutes les chances pour réussir dans cette filière. Aujourd'hui, il se retrouve dans une filière par défaut. On s'amusait en 2003 quand on avait démarré le système LND de faire des enquêtes. Et puis certains étudiants disaient ah on va de la fac et donc c'était un choix par défaut pour beaucoup d'étudiants pendant longtemps. Il faut absolument que la fac gagne en attractivité. Il faudrait donc qu'on puisse mettre ces étudiants dans les filières qui leur correspondent en fonction de leurs prérequis. Et donc tout ça, on va le faire dans une université renouvelée. Parce qu'aujourd'hui, il faut absolument qu'une université puisse également muer. Il faut qu'elle se transforme, il faut qu'elle se modernise. Il faut qu'elle soit au diapason et aux aspirations du développement social-économique de notre pays. Je ne vais pas m'attarder sur le système actuel, vous le connaissez, vous le vivez tous les jours. Juste donner quelques chiffres. Les chiffres je vais essayer par la souris. C'est bon. Alors, ça pour moi, c'est une richesse. C'est une véritable richesse. On a dépassé le cap de 1 million d'étudiants. Ça fait 5 ans, on était à moins de 600 000. On parle de massification, mais il faudrait traduire cette massification autrement. C'est une super opportunité d'avoir une jeunesse qui est dans l'enseignement supérieur. Pendant très longtemps, on ne dépassait pas 11% de la tranche d'âge 18-24 ans qui était à l'université. Aujourd'hui, on est à 36%. Tranche d'âge 18-24 ans. C'est un critère très très apprécié par les différents organismes internationaux qui classent les différents pays. 36% est un chiffre très honorable. Et donc 1 million, et dans ce million, 900 000 sont dans l'enseignement supérieur universitaire. Vous imaginez? 36 000 dans les établissements ne relevant pas des universités. Et 53 500 dans le privé. Alors, là aussi, une petite parenthèse, qu'on ne diabolise pas le privé, la privatisation, et on s'excite un peu. On est à moins de 6%, 5% à peine. Jamais le privé peut concurrencer le public. Et puis, quel est le problème? Le privé est le prolongement du service public, opéré par d'autres, c'est tout. Alors, la dynamique, regardez, ça c'est important, chaque année, 280 000 bacheliers, tout ce qui arrive à l'université. Voilà ce que je voulais. Alors, sur les 919 000 qui sont à l'université, nous avons 91% qui sont en cycle normal, c'est-à-dire tous les autres diplômes à part le master et le doctorat. Et dans ces 91%, nous avons 98% de licence fondamentale. Vous imaginez? C'est énorme. 8 étudiants sur 10 sont dans les licences fondamentales.
Ça, c'est les derniers chiffres que la direction de la stratégie m'a fournis. Donc, c'est vraiment... Sur les diplômés, 90% de ces diplômés sont en licence fondamentale. Je disais tout à l'heure 88%, donc c'est 90% qui sont mis sur le marché chaque année. Alors, là, c'est l'augmentation de nouveaux bacheliers. Donc, il y a c'est parallèle, nouveaux bacheliers, nouveaux inscrits dans l'université, dans le système universitaire public et dans l'accès ouvert. C'est-à-dire que l'augmentation qu'on ressent au niveau du bac, on la retrouve dans le système public et on la retrouve dans l'accès ouvert. Parce que c'est l'accès ouvert qui est capable d'absorber autant d'étudiants. Ce n'est ni le privé, ni l'établissement ne relève pas des universités, ni l'accès régulé. Un diagnostic, donc, un état de fait, un constat qui révèle un certain nombre de dysfonctionnements. Les contraintes. Je vais vous rappeler des choses, bien sûr. C'est les départs massifs à la retraite qui est de plus en plus important d'année en année. Votre université, l'Université Kadhaï Eyad, qui a été la troisième, je crois, deuxième université qui a été créée. Non, voilà. Quatrième, parce qu'il y avait Rabat, Casa, Fès. Donc Kadhaï Eyad, c'est la quatrième. Elle va connaître également ces années un départ massif. Donc forcément, on va vivre une chute du taux d'encadrement pédagogique, mais également le taux d'encadrement administratif. Aujourd'hui, on a moins de préparateurs dans nos laboratoires, on a moins d'administratifs dans nos facultés. Nous avons également un problème de capacité d'accueil dans les facultés des sciences juridiques, économiques et sociales. Nous avons des facultés qui, dans l'effectif, dépassent carrément une université. La faculté de droit de Agadir, c'est 36 000 étudiants. À 45 plages. Voilà. Donc, vous imaginez. Alors, est-ce qu'on peut envisager de la qualité dans des conditions pareilles? Absolument pas. Il faut trouver, aujourd'hui, on est forcé de trouver une solution pour ces facultés. Nous avons donc une massification contraignante, et donc tout ça fait qu'il y a une certaine pression sur l'enseignement supérieur universitaire. Et puis, les intrants, gros problème des intrants. Nous faisons un effort considérable au niveau du lycée pour avoir quelques 60% de bacheliers scientifiques, parce que l'économie-gestion au niveau secondaire sont considérés comme scientifiques. Donc, de 8 au 53, ça fait 61%. 61% de scientifiques, ces 61% scientifiques, ils se traduisent au niveau universitaire par 15% en sciences, principalement 58,5% en sciences juridiques, économiques et sociales et 26,5% en sciences humaines. Pourquoi? À cause de la fracture linguistique que j'ai évoquée tout à l'heure entre le secondaire et le supérieur. Beaucoup de ces bacheliers scientifiques fuient les filières scientifiques à cause de la langue. Ils vont s'inscrire en droit arabe ou en fac de lettres pour fuir tout simplement la langue française. Faiblesse des acquis disciplinaires. Il y a encore beaucoup d'étudiants qui réussissent avec une faiblesse disciplinaire. Et puis, surtout, gros problème, absence d'un système d'orientation. Je peux dire qu'il y a absence dans la mesure où l'inscription, elle se fait comme ça, de manière... on ne parle même pas de sélection, il ne faut même pas l'envisager. Mais une orientation guidée, il n'y a même pas ça. Je veux dire, l'étudiant, il est tout à fait libre de s'inscrire dans la filière de son choix. Et résultat des courses,
résultat des courses, sur une promotion de première année de licence, eh bien, nous avons 16,5% qui quittent cette faculté, qui abandonnent, au fait, qui ne viennent même pas passer l'examen. Vous imaginez? Parce qu'on ne sait même pas s'ils ont quitté ou pas. On se rend compte, certains d'entre eux, alors ce qu'on a commencé à faire dans les facultés, notamment en sciences, on les enlève des listes. Et quand on les enlève, on les réinscrit pas en S2, eh bien, ils viennent réclamer, certains d'entre eux. 16,5% c'est la moyenne. En sciences, ce sont 27% qui ne passent même pas l'examen du premier semestre. On se demande pourquoi ils viennent alors s'inscrire. Pour avoir peut-être et probablement un statut d'étudiant. Certains d'entre eux choisissent ce statut d'étudiant pour notamment avoir la bourse. Aujourd'hui, la bourse est octroyée pour une année. Il faut se demander, est-ce qu'il faut qu'on la garde pour une année ou pour un semestre? Pour motiver les étudiants à continuer, et pas pour leur enlever une possibilité d'avoir la bourse. L'obtention du diplôme pendant la durée légale de 3 ans. 13,3% la moyenne. Catastrophique. Sciences, c'est 9%. Ça, c'est la moyenne nationale de toutes les facultés des sciences du Maroc. Je suis vraiment... Qu'est-ce que je peux dire devant ce chiffre-là? Quand je vois l'investissement, l'engagement des enseignants, ce que font les enseignants, et quand je vous parlais tout à l'heure de la frustration qu'ils vivent lors des premières années, 18% en droit économique et 15% en lettres sciences humaines. On ne dépasse même pas 20% d'étudiants qui arrivent à obtenir cette licence en 3 ans. 45%, chiffre qui est encore plus alarmant, qui restent à l'université 3, 4, 5 années et qui quittent sans aucun diplôme. Non, ceux-là, ils ont aucun diplôme. Ceux-là, 47,2, abandonnent leurs études sans aucun diplôme. Pratiquement la moitié quittent sans diplôme. Et ils vont grossir le rang des jeunes chômeurs et des jeunes qui sont ni en formation, ni en recherche d'emploi, ni en emploi. Ce qu'on appelle les NEETs. Et les NEETs, c'est un vrai problème et un vrai sujet social national. On va en parler aussi. Alors 45% qui vont obtenir cette licence après à la 4e année, à la 5e année, à la 6e année, à la 7e année, indépendamment du nombre cumulé. 34 en sciences, 47 en droit économique, 50% en sciences humaines. Nous avons la moyenne d'obtention de la licence, elle est de 4 années et demie à 5 ans. La moyenne d'obtention de cette licence. Donc il faut oublier cette histoire de 3 ans. Parce que 3 ans ne concerne même pas 20%. La moyenne est à 4,5 ans. Donc ce que nous proposons aujourd'hui vient justement corriger cet état de fait. Alors ça matérialise, ça traduit la déperdition universitaire, pédagogique. Mais le coût, on a tendance à oublier. Nous avons suivi une cohorte, 2013-2014. Une cohorte coûte 4 milliards de dirhams aux contribuables pour être lauréat en 3 ans. 4 milliards de dirhams. La cohorte 2013-2014, eh bien, elle a coûté, pour qu'on puisse diplômer le dernier licencié, elle a coûté 7 milliards de dirhams. Donc il y a eu 3 milliards et quelques de déperdition. Cette déperdition universitaire s'est traduite par une déperdition financière importante. Et en parallèle, alors 2016, il y a eu une enquête qui a été faite par le HCP où le taux de chômage des lauréats, établissement accès ouvert, Bac plus 2, Bac plus 3, 25%. 2018, ça s'est amélioré. On est à 20% pour les licences. À cause de quoi? À cause
l'obsolescence de cette licence, et notamment de certaines filières, parce qu'il y a eu énormément d'initiatives de la part des enseignants pour justement proposer des licences intéressantes en adéquation avec la demande économique, mais il y a encore beaucoup de licences qui sont complètement caduques, je dirais. Ces licences ont servi pendant un temps. L'université aujourd'hui, elle a 63 ans. L'université marocaine a 63 ans. L'université moderne marocaine, elle a 63 ans. Ces licences ont joué un rôle très important pour la formation de l'élite nationale. Elle a contribué, elle a contribué à la marocanisation de l'enseignement supérieur. C'est grâce à ces licences, justement, qu'on a pu former cette élite. Mais aujourd'hui, je pense que ces licences, il faudrait complètement les revoir et se donner les moyens de proposer autre chose. Quand on a adopté le système LMD en 2003, on pensait que ça allait être une opportunité pour nous pour revoir nos contenus. Mais malheureusement, on était un peu pris de court par le temps, et on a pris ce qui se faisait en 4 ans, on l'a condensé en 3 ans. Et certains ont fait l'effort d'améliorer les contenus, d'autres moins. Nous sommes en famille, il faut qu'on se dise tout entre nous, sans aucune langue de bois. Je pense que c'est très important. Et donc l'instauration de ce bachelor va être une réponse aux attentes de la société, va être une réponse au marché du travail, et va être un dispositif de promotion des compétences de l'étudiant. Il faut que l'étudiant puisse se donner les moyens d'exceller, de se positionner dans le paysage socio-économique national. La Constitution, adoptée en 2011, l'article 31, prône pour un enseignement moderne, pour tous, un enseignement de qualité pour tous. Sa Majesté, que Dieu l'assiste, n'a cessé de le dire dans pratiquement tous les derniers discours royaux. L'inadéquation de la formation de l'emploi, qualifier et donner les moyens de qualification des jeunes pour leur permettre d'accéder au marché de l'emploi, en insistant notamment sur les langues, sur la pensée critique, sur un certain nombre de compétences que devraient avoir les étudiants. Vous le disiez, le Conseil, la Cour des comptes et le Conseil supérieur, la loi 4, je vous ai cité l'article 12, les recommandations émanant de notre rencontre ici à Marrakech l'année dernière, le 2-3 octobre 2018, suite justement au discours royal du 20 août 2018, nous avons organisé une journée nationale qui avait pour titre une université renouvelée, la licence, comment revoir ce système de licence. Et toutes les recommandations qui en sont sorties étaient favorables pour créer une vraie rupture avec le passé et proposer quelque chose d'autre. La CGM également nous interpelle pour améliorer l'employabilité de nos jeunes, proposer un contenu à la hauteur de ce que demande l'économie du pays. Les présidents d'université, les doyens des réseaux, des différents réseaux, ont fait énormément de réunions pour justement réfléchir sur ce contenu. Ces universités nous ont fait parvenir des rapports détaillés donc, qui reflètent un peu le sentiment de leurs enseignants sur ces expériences. Les rapports internationaux, Banque mondiale, OCDE, PNUD, nous interpellent également pour opérer à cette rupture et à ce grand changement. Et donc, devant tout ça, je pense que, voilà, on ne peut que nous inscrire dans ce changement. Alors, les objectifs de la mise en place de ce système, à partir de ce soir, on va vous diffuser cette présentation. Parce que je voudrais que vous la partagiez tous ensemble.
et que vous puissiez la critiquer et pour qu'on puisse l'améliorer et voir si on n'a pas pensé à quelque chose, on est à même d'y remédier. Donc, principalement, c'est l'employabilité. Et comment on fait à cette employabilité? Par relever le niveau de diplomation, limiter les déperditions universitaires et améliorer la maîtrise des langues étrangères et œuvrer au développement personnel et à l'acquisition des compétences par les soft skills. Les soft skills. Je crois que vous avez entendu ces derniers mois beaucoup parler de ces soft skills. Tout le monde parle des soft skills. Les soft skills, et vous savez, il y a eu des études qui ont été faites par énormément d'organismes. L'université de Harvard, la dernière étude qu'elle a menée, l'étude de Harvard a clairement démontré que la réussite professionnelle dépendait de 85% des soft skills et de 15% uniquement de compétences disciplinaires. Vous imaginez? Il y a également un organisme de recrutement européen qui a fait une enquête et il a trouvé que 68% des employeurs vont chercher les compétences soft skills de type soft skills chez le candidat plutôt que le côté disciplinaire. Alors les soft skills, tout simplement, on n'offrait rien du tout à nos étudiants. Dès qu'il arrivait, eh bien, il avait du disciplinaire. Je suis désolé, aujourd'hui, il faut absolument qu'on fasse une rupture avec ça aussi. Parce que le disciplinaire, jadis, il y a très longtemps, l'endroit où on pouvait avoir ce disciplinaire, c'était l'université. C'est le temple du savoir. Mais aujourd'hui, ce disciplinaire, il est au bout de n'importe quel clic. Il est universel, il est partout. Sur Internet, dans les livres, les MOOC, les YouTube. Vous trouvez du disciplinaire partout. Et l'enseignant n'est plus aujourd'hui détenteur du savoir et de ce disciplinaire. Moi, quand je rentrais à l'amphi et je commençais mon cours, la première phrase que je disais à mes étudiants, c'est que ce que je vais vous dire est déjà caduque. Que si vous vous débrouillez bien, et si vous allez faire une bonne recherche bibliographique sur Internet, vous allez trouver des choses qui sont complètement dépassées. Et c'est la réalité. Aujourd'hui, la recherche scientifique, la production de savoir, elle se fait à une telle vitesse que ce que nous sommes en train de raconter aujourd'hui est déjà dépassé. Et donc, l'enseignant ne peut pas être aussi compétitif que toute cette source d'information. Et il faudrait également repenser la mission de l'enseignant. Et l'enseignant, à mon sens, est là pour guider. C'est un véritable coach, un véritable animateur. C'est quelqu'un qui doit donner la méthodologie nécessaire à cet étudiant pour mobiliser ses connaissances. Ça, c'est le véritable rôle de l'enseignant. Un vrai animateur de la science, mais pas un détenteur exclusif de la science et du savoir. Ça, c'est 19e siècle, début 20e siècle. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Et donc, c'est tout ce système d'enseignement supérieur qu'il faudrait revoir et revisiter à l'instar de ce que je suis en train de vous dire. C'est pour ça que je vous parle de changement de mindset. Il faut qu'on ait une approche complètement différente de ce que nous sommes en train de faire. La culture générale, elle est fondamentale. Quand je choisis une filière de biologie ou de chimie, eh bien, je fais que de la biologie et de la chimie pendant toute ma carrière. Je suis nul en économie, je suis nul en politique. C'est pas normal. Et donc, nous allons introduire des modules d'ouverture dès la première année pour permettre justement dans des champs disciplinaires différents du choix de l'étudiant. Je suis en biologie, eh bien, je vais prendre un cours en sociologie, je vais prendre un cours en philosophie, en droit, en économie.
Je parlais dans la vidéo de clones. Nous avons tendance à former des clones. Parce que nous avons des filières nationales et nous avons quasiment le même contenu. Et donc tous nos profils ont plus ou moins les mêmes profils. Il faudrait absolument qu'on ait des profils très diversifiés pour qu'on puisse s'imposer au niveau du marché du travail. Si on adopte ce bachelor, c'est la mobilité internationale qu'on va également favoriser. Et nous avons besoin que nos étudiants puissent aller systématiquement passer un séjour à l'étranger. Pas uniquement pour étudier, mais pour connaître d'autres environnements, d'autres cultures, échanger, regarder les autres autrement. Pas pour la langue, ni pour non, mais pour notre culture. Et on le voit aujourd'hui. La majorité de ces enseignants qui sont là ont fait un séjour à l'étranger. Quasi 90%. Aujourd'hui, cette tendance a énormément baissé. Nous faisons nos doctorats quasiment à 100% ici au Maroc. Et je peux vous dire que les profils sont différents. Parce que ce passage à l'étranger nous a marqué, nous a apporté des choses. C'est un apprentissage de la vie. Dans la difficulté. Et il faut absolument que ces étudiants passent par des situations pareilles pour qu'ils puissent devenir de véritables acteurs de la société. Et puis, si on s'inscrit dans tout ça, il faut absolument que l'étudiant puisse développer ses apprentissages. Il faut qu'il soit autonome. Aujourd'hui, on a tendance à tout donner à l'étudiant. Il y avait des initiatives au niveau du master, on demandait aux étudiants de faire des exposés, et certains enseignants étaient critiqués. Ils disaient, mais regardez comment il fait ses cours. Il demande aux étudiants de faire des exposés, et lui, il ne fait rien du tout. Mais pas du tout. On donne la possibilité à ces étudiants de se surpasser, justement. Et donc, il faut absolument développer le travail personnel de l'étudiant. Chose qui manque aujourd'hui. Dans les modèles anglo-saxons à l'étranger, l'étudiant, quand il sert de l'amphi, il va directement à la bibliothèque. Et il passe 3-4 heures à la bibliothèque pour revoir son cours dans les ouvrages, pour développer son cours, pour l'enrichir. C'est la meilleure façon de développer d'autres compétences. Donc les principaux apports, on va le voir, l'instauration de cette année fondatrice, et on va l'expliquer, l'orientation active, il va y avoir une véritable orientation, pas une sélection, et je le dis bien, une orientation active. On garde le système accès ouvert, mais on instaure un système d'orientation active. L'introduction des soft skills dans l'architecture pédagogique, l'apprentissage des langues étrangères, l'instauration de certification, la mise en place du système de crédit, la monnaie internationale de mobilité, c'est les crédits. 2003, on aurait pu adopter les crédits, mais on ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'on est resté collé au volume horaire. Moi, j'ai un cours de tant d'heures, je garde ce nombre d'heures. Aujourd'hui, le système de crédit a réglé cette question. L'ouverture sur d'autres champs disciplinaires, le renforcement des compétences numériques des étudiants. Il y a les langues étrangères qui sont importantes, mais la véritable langue de demain, c'est le coding. Il faut absolument que nos jeunes puissent avoir ces compétences de codage. L'encouragement du travail personnel de l'étudiant et la mise en place, bien sûr, de suppléments de bachelor pour la visibilité de ce diplôme et pour pouvoir permettre la libre circulation à travers le monde de ces étudiants. Le schéma global. L'année fondatrice, regardez, déjà, pour évacuer cette question, 70% de disciplinaires, 30% de compétences transversales. Alors, les disciplinaires, donc, 4 disciplinaires.
Alors, c'est disciplinaire de l'année fondatrice. Alors, pourquoi l'année fondatrice? L'année fondatrice, c'est pour créer un véritable pont avec le secondaire. Aujourd'hui, nos étudiants souffrent de la transition secondaire supérieure. Conditions de travail ne sont pas les mêmes. Ils ont été encadrés, cajolés par leurs enseignants. Ils arrivent à l'université, enseignement de masse, dans les grandes sections, grands effectifs. Droit arabe, ils sont 800 en amphi. Au là, c'est la vie. Il y a des configurations comme ça. Et donc, il faut absolument se donner les moyens de réussir cette transition. Cette transition, ça va être de l'approfondissement disciplinaire du contenu du lycée. Cette première année, c'est reprendre. Je suis désolé de parler que de sciences, mais parce que je ne peux pas parler d'économie puisque je ne suis pas connaisseur, ni de lettres et sciences humaines. Si j'ai des mathématiques ici, de la physique, de la chimie, de la biologie, eh ben, je vais prendre le programme de baccalauréat et je vais l'enseigner de manière plus approfondie dans un contexte universitaire. Donc c'est la prof pour que l'étudiant se sente en confiance. Il a un bagage, il arrive avec un bagage et on approfondit ce bagage. Et ici, je lui donne la possibilité de prendre deux modules dans des champs complètement disciplinaires, complètement différents du sien. Et là, il va y avoir un panier. Par exemple, la fac de droit propose un panier pour les étudiants des facs des sciences et des facs des lettres. La fac des lettres propose un panier pour la fac des sciences et la fac de droit et économie. Et la fac des sciences propose un panier pour les deux facs, la fac de droit et la fac de... Et pour les polydisciplinaires, le problème n'est pas posé parce que les étudiants resteront dans leur même établissement. Et là, l'étudiant pourra se déplacer de son établissement à l'autre établissement pour pouvoir prendre ce module de culture générale. Les langues, on met le paquet pendant la première année, 2 modules de langue par semestre, et les soft skills également. Alors les soft skills, comme vous voyez, vont accompagner l'étudiant durant son passage à l'université. Par contre, les langues, on va les arrêter en 2e année. Pourquoi on les arrête en 2e année? C'est toute la pertinence de la proposition. Parce que je voudrais que les étudiants apprennent français langue, pas pour avoir une note ou pour valider le module, absolument pas. Pour améliorer leur niveau de langue, pour avoir une compétence en langue. On va faire un test de positionnement. Quand on a fait les tests de positionnement en 2003, 2005, 2006, 75% d'étudiants arrivaient avec un niveau A1, A2, les niveaux les plus élémentaires. Et après, on ne faisait pas un test de positionnement post-formation pour savoir qu'est-ce qu'on a gagné en compétences. Alors certains, j'imagine, arrivent facilement à P2, parce qu'on le voyait lors des soutenances des PFE. Quand on enseigne en première année ou en 2e année, après on retrouve cet étudiant en 3e année, présentant un projet de fin d'études, on voit un peu l'évolution. Et sans faire de test de positionnement, on peut dire qu'il y a eu une véritable évolution de ces étudiants. Mais là, ce qu'on voudrait dire, c'est responsabiliser l'étudiant à gagner cette compétence en langue. Et on arrête ici, comme ça, l'étudiant se prend en charge pendant ces 2 années. C'est sa responsabilité d'améliorer son niveau de langue. Pourquoi? Parce que nous allons conditionner l'obtention du bachelor à un niveau de langue donné, le niveau B2. Le niveau B2, c'est le minimum qu'on demande partout au monde, le minimum à avoir. Alors, quand quelqu'un arrive avec un niveau déjà B2, au niveau de la première année, on a 5 à 10% qui arrivent avec B2. Ben, on lui propose une autre langue. Et c'est une chance pour lui de faire de l'anglais ou de l'espagnol, il choisit une autre langue. Quand il vient, il dit « Ah, moi, voilà, je veux pas prendre de français, je veux prendre l'anglais, mais sans passer de dispositionnement. » Parce que là, on va inscrire tout le monde dans ces modules de langue. S'ils ne veulent pas prendre le français, il faut qu'ils nous l'attestent par un niveau de certification.
On ne va pas s'amuser à faire test positionnement pour 250 000 bacheliers. C'est pas possible. Donc on les inscrit systématiquement. Et si certains d'entre eux disent qu'ils ont un niveau amélioré, eh ben, ils n'ont qu'à présenter le niveau de certification pour qu'on puisse les dispenser ou leur proposer autre chose. Donc là, on réduit le nombre de modules et après on les enlève complètement pour pouvoir pousser l'étudiant à développer lui-même ce besoin d'améliorer ses compétences linguistiques. Alors, l'enseignement des langues se fera principalement sur plateforme. Puisque compte tenu du nombre que nous avons aujourd'hui d'étudiants de la première année, ça va être compliqué. L'expérience de travailler dans les masters est différente. 2 tiers, c'est ça, 30 heures. 30 heures à distance, 15 heures en présentiel. Donc 2 tiers d'enseignement sur plateforme et 1 tiers en présentiel. Et la plateforme, c'est une plateforme interactive où il y a de l'encadrement par un certain nombre de coachs, où il y a de l'écoute, où il y a de toutes les compétences que devrait développer, que devrait avoir un étudiant, il l'a sur cette plateforme. À partir de la 2e année, ces modules disciplinaires ne sont plus généraux, mais ils sont spécifiques. Ils sont pris dans la filière. C'est-à-dire, je fais physique, ben je vais prendre la chimie, je vais prendre des mathématiques, je vais prendre de l'informatique. Je fais de la biologie, je vais prendre de la chimie ou de la physique. C'est-à-dire, ces modules d'ouverture spécifiques sont en rapport avec la discipline. C'est des supports disciplinaires. Et donc, quand on fait le total, 70% sont des modules disciplinaires et 30% des modules soft skills et langues. Alors ici, il y a eu une remarque sur le PFE. Alors le PFE, certaines universités nous ont demandé de proposer ce PFE durant le dernier semestre, au lieu de le faire étaler sur l'année. On le propose, c'est-à-dire qu'on démarre le mois de janvier avec les 1, 2, 3 modules. On termine les 3 modules vers avril, et de avril, mai, juin, on fait les 2 modules de PFE. Ça, c'est un choix de l'université, et on est prêt à adopter toutes les souplesses nécessaires que demandera chaque université. Le système de crédit, ça c'est la devise internationale. Aujourd'hui, le semestre c'est 30 crédits, l'année c'est 60 crédits, et le diplôme bachelor c'est 240 crédits. C'est pas 180 crédits. La licence elle est à 180 crédits. Et donc ça c'est important. Beaucoup d'universités à l'étranger font un master en 1 an. Et donc quand notre étudiant va arriver avec un bachelor de 140 crédits, eh ben, on va lui demander de faire un master en 1 an. Et même chez nous, quand on va lancer ce bachelor, pourquoi rester sur une durée de master figée? Ça n'a aucun sens. Et ça n'existe qu'en France. Le système américain est sur 1 an, 1 an et demi, 2 ans, 2 ans et demi, en fonction de la discipline. L'Espagne également. Énormément de systèmes éducatifs, ils ont une souplesse en fonction de la nature de ce master. Et donc ce qui est important, c'est le nombre de crédits obtenus. Donc c'est un nombre de crédits correspondant à 4 années. Et si l'étudiant va dans un système de 5 années, eh bien, il rajoutera une seule année pour avoir son master. Et on peut tout à fait adopter la même stratégie. Alors, les modules disciplinaires, c'est 6 crédits, indépendamment de ce module disciplinaire. Comme ça, il n'y a pas un module est plus intéressant que le module du collège ou quoi que ce soit. Pour éviter tous les débats qu'on a eus en 2003. Module de langue, 6 crédits. Donnez l'importance à ces langues et après ils vont disparaître. Le PFE, 3 crédits, mais il y a 2 modules de PFE, donc ça va faire 6 crédits. Module d'ouverture, 3 crédits chacun. Module de soft skills, 3 crédits. Et puis ici, une nouveauté intéressante.
c'est qu'on donne la possibilité à l'étudiant, dans le cadre de favoriser son travail personnel, de faire un travail social, associatif, autre, qui peut lui rapporter un crédit. Et on peut donner jusqu'à 3 crédits par an. Et donc sur 4 années, ça fait 12 crédits. Et si, à la fin de son cursus, il lui manquera 12 crédits, eh bien, il peut les apporter par ce travail social, ce travail de volontariat, pour développer justement de nouvelles compétences chez cet étudiant. Ça, c'est le bonus qu'on offre également à ces étudiants, pour sortir du contexte purement académique et enrichir leurs compétences sociales, émotionnelles, professionnelles. Les avantages, l'année fondatrice, je le disais, module disciplinaire, renforcer les acquis du lycée, module les study skills. Vous avez vu, on fait study skills, civic skills, life skills et professional skills. Les compétences sont très différentes et on va le voir quand on va passer à la diapo des skills. Au début, on a besoin de méthodologie, de gestion du temps, tout simplement, d'organisation. Il faut donner la chance aux étudiants d'apprendre ce genre de choses. On nous reproche de ne pas être ponctuel, etc. Eh bien, la ponctualité, ça s'apprend. Et donc, il faut absolument qu'on puisse leur donner la possibilité d'apprendre ça. Développer les compétences linguistiques en vue de la certification. Pas en vue de valider un module ou de... Non. Il faut absolument avoir un passeport de langue, un certificat. Module d'ouverture, s'ouvrir sur les autres champs disciplinaires, développer une culture générale. Plus de liberté académique. Chacun son rythme et chacun son cursus. Je le disais tout à l'heure, la moyenne d'obtention de la licence aujourd'hui est de 4,5 à 5 ans. On peut avoir ce bachelor, si on se débrouille très bien, en 3 ans et demi. Pourquoi? Parce qu'on va donner la possibilité de créer une session d'été. Ça existe partout dans le monde. Le mois de juin-juillet devrait être session d'été. Il y a des plateformes. On va enseigner les langues dans les plateformes et donc l'étudiant peut justement étudier ses langues pendant cette période-là. Les soft skills, le travail volontaire, les PFE, tout ça peut se faire pendant cette période-là. Et si on arrive à bien s'organiser, eh ben on peut obtenir notre bachelor en 3 ans et demi. Ce qui est extraordinaire comme nouveauté, c'est que aujourd'hui, entre sessions, entre semestre et semestre, on perd pratiquement, disons, minimum un mois, tout le mois de janvier. Si ce n'est pas également les 2 premières semaines de février. Pourquoi? Parce qu'on passe les examens, on délibère, on passe le rattrapage, on délibère et délibération finale. Le rattrapage, il se fera en fin d'année. Pour le premier semestre et pour le deuxième semestre. Voilà. Et le problème est réglé. Quand il y aura des cas d'étudiants qui peuvent être diplômés pendant la session d'automne, on leur organise des rattrapages pour eux. Mais c'est des cas très faibles. Mais aujourd'hui, le système qui est en médecine, c'est rattrapage fin d'année. Je passe mes examens, je valide ou je valide pas, et je laisse le rattrapage pour la fin. J'ai tout le semestre pour approfondir et travailler et préparer mes rattrapages. Alors qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on donne? On donne dans les meilleurs cas 1 semaine, 2 semaines, disons. C'est insuffisant. Et donc, il y a beaucoup d'échecs lors du rattrapage. Et donc, on va gagner forcément ce mois qui est perdu. Et donc, il y aura une réinscription systématique entre les semaines d'automne et les semaines de printemps, entre la session d'automne et la session de printemps. Les premières années, les S1 vont s'inscrire systématiquement en S2, les S3 systématiquement en S4, les S5 et 6, S7 en S8. Donc, je disais que la durée de formation pouvait être adaptée. Et puis,
l'étudiant peut, grâce à des initiatives d'action personnelle, obtenir jusqu'à 3 crédits supplémentaires additionnels par année. Le système d'orientation active, donc, nous sommes en train de travailler sur le portail national d'orientation. Alors, le bachelier, pendant qu'il est candidat au bac, vers fin janvier, parce que nous, au niveau de la terminale, on donne les résultats fin janvier, il peut commencer à faire ses vœux. Il faudrait que le portail, la plateforme soit déjà alimentée. Donc il fait ses vœux, ses choix, et il ne confirme ses vœux qu'une fois il a obtenu le bac. Et il peut faire plusieurs vœux dans plusieurs universités. Alors, de quoi on tient compte? Des acquis pédagogiques. Ça, c'est la nouveauté. Nous sommes en train de faire dans ce portail national un profilage de cet étudiant. On ne va pas regarder uniquement la note du bac, mais on va regarder la note de 3e année, parce que c'est un niveau diplômant, du tronc commun, de la première année bac, 2e année bac, pour voir un peu quel est son profil, comment il a évolué. Et ça va être déterminant dans la confirmation de son choix pour telle ou telle autre filière. Le choix d'orientation, bien sûr, on va satisfaire le choix d'orientation. Le projet personnel, nous instaurons également dans ce système d'orientation un projet personnel de manière précoce, dès le collège. Et donc c'est un projet qui va accompagner l'élève et qui va être renseigné par le professeur principal, par les orientateurs. Et donc, quand il arrive en terminale, il a une véritable vocation et il sait exactement ce qu'il veut faire. Alors, nous sommes en train également de voir comment prendre en compte les prérequis de la filière. J'ai une filière maths, eh bien, je suis en droit de dire que je n'accepte dans cette filière de maths que des élèves qui ont telle moyenne en maths ou en physique. Sinon, il n'a aucune chance de réussir. La capacité d'accueil également. Je veux arrêter avec une faculté de droit à 45 000. La capacité des différentes facultés de droit ne dépasse pas 10 000. Et ils inscrivent 45 000. Ça veut dire quoi? Il faut absolument qu'on puisse créer d'autres facs. Nous avons proposé de scinder les facs de droit et d'économie, l'économie tout seul, le droit tout seul, et différents systèmes internationaux, ils sont là-dedans. Lettres, sciences humaines, lettres, arts, langue, et avec les sciences humaines aussi, il n'y a pas de raison pour qu'on peut créer une faculté de langue et d'art et une faculté des sciences humaines. Aucun problème, dans la mesure où ils sont toutes les deux dans la même université et que l'étudiant peut migrer et bouger là où il veut. L'année fondatrice va être une année qui va permettre de déterminer le choix pris par cet étudiant, puisqu'il va être confronté à ce contexte universitaire, il va approfondir ses compétences, et s'il se rend compte qu'il n'est pas à la hauteur de ce que demande cette filière, eh bien, il pourra se réorienter et choisir de changer de filière. Deuxième année, on est déjà dans le domaine, et troisième, quatrième année dans la spécialité. Les soft skills, comme je disais, il y a les study skills, tout ce qui est méthodologie. Les life skills, on veut donner l'occasion aux étudiants de développer leur personnalité, notamment le sens de la communication, l'esprit d'équipe, le leadership. Le leadership, c'est également un mot qui revient à chaque fois. Il faut que notre étudiant puisse avoir ce leadership. Les civic skills, la responsabilité sociale, qu'est-ce qu'il peut faire, quel apport il peut donner à la société. Et les professional skills, il faut préparer l'étudiant à l'employabilité, l'entrepreneuriat. Alors les 10 soft skills les plus demandés aujourd'hui par les employeurs, et ça c'est le World Economic Forum qui le dit,
résolution des problèmes complexes, la pensée critique, la créativité, l'esprit d'initiative, gestion d'équipe, l'esprit d'équipe, l'intelligence émotionnelle, le jugement et prise de décision, le sens du service, rendre service, tout simplement, être à l'écoute de ses camarades, le sens de la négociation, la souplesse cognitive. Voilà ce que devraient avoir nos étudiants. Et ils ont 4 années pour avoir ça. Ils vont l'avoir, Inch'Allah, grâce aux enseignants. Parce qu'au fait, ça, c'est des compétences intrinsèques des enseignants. Et nous demandons aux enseignants de leur transmettre ces compétences intrinsèques. Nous avons mis 30 ans ou 40 ans pour les apprendre. Ben, il faudrait trouver une formule pour les donner en 4 ans à ces étudiants. Renforcement des langues étrangères. Donc je disais le test de positionnement, l'auto-apprentissage important. Aujourd'hui, chaque université est en train de développer son centre de langue. Également, certaines universités sont sur des centres de certification. Il faut que l'étudiant puisse bénéficier de ces plateformes, là où il se trouve, pour pouvoir s'auto-évaluer et développer davantage ses compétences linguistiques. La certification B2 en langue est importante. Si, au bout de 4 ans, l'étudiant obtient le bachelor, mais il a un niveau B1 en français ou en anglais, eh bien, on va différer d'un semestre sa diplomation. Et pendant ce semestre, il ne fera que des langues. Et donc, c'est pour ça que pendant 2 années, c'est pour lui faire prendre conscience de ce problème. Il a 2 années où il devrait se consacrer à part entière à l'apprentissage des langues. Et puis donc, les langues proposées, langues étrangères proposées, le français, l'anglais, l'espagnol. La certification, elle est fondamentale. Aujourd'hui, les diplômes sont en train de perdre de leur valeur. Et ce qui va prévaloir demain dans le marché de l'emploi, c'est ce passeport de certificat. Quelqu'un se présente à une offre d'emploi avec des certificats en langue, avec des certificats en informatique, en entrepreneuriat. Et bien, voilà, le choix est déjà fait, et très vite fait, entre quelqu'un qui a un diplôme tout simplement et quelqu'un qui a un diplôme avec plein de certificats. Et donc il faut absolument prendre mon courage. Chaque étudiant a avoir un passeport de compétences à travers ces certificats. C'est le véritable passeport pour l'employabilité. Et donc là, tous les certificats de langue, les certificats recommandés, donc un peu plus développés, et les certificats optionnels qui sont encore un peu plus, et aujourd'hui beaucoup de nos étudiants ont déjà des certificats Cisco, etc. Alors avec Huawei, nous avons développé le IT Academy, et elle a fait une convention avec toutes les universités, et nous sommes en train de donner des certificats Huawei sur énormément de compétences en informatique. Et donc nous allons donner la possibilité à nos étudiants, de manière gratuite, de bénéficier de ces certifications. Les crédits, je disais, alors ces 3 crédits additionnels, ça peut être des activités associatives, activités sportives. Aujourd'hui, les universités américaines, quand vous êtes très bon basketteur ou footballeur, non seulement on vous paye les $100 000 chaque année, mais on vous donne également un petit salaire. Et nous, on ne valorise absolument pas ces compétences. Donc si quelqu'un arrive du lycée et il court les 3000 mètres avec des scores extraordinaires, il faut absolument qu'on lui gratifie, qu'on lui donne un bonus. Et donc les sportifs, les artistes, ceux qui font du tutorat, qui font du volontariat, ceux qui produisent, qui s'amusent, qui adorent produire des supports numériques, qui font des actions sociales, qui font de l'innovation pédagogique, ben tout ça, tous ces étudiants qui vont faire preuve de ce travail supplémentaire, additionnel, vont pouvoir bénéficier de cette bonification de 3 crédits par an. Et comme ça, s'ils ont un problème de retard de crédit en fin de diplomation, eh ben, ils ont 12 crédits
à leur actif. Les modules d'ouverture généraux, alors là, la loi cadre prévoit quelque chose d'intéressant, c'est qu'un des deux modules d'ouverture de première année, il faut absolument qu'il soit en arabe si la langue d'enseignement disciplinaire est le français ou l'anglais. Et c'est une très bonne chose. Comme ça, il n'y a pas la rupture avec la langue maternelle. Je peux vous dire, et c'est le cas de tous les collègues qui ont fait une filière scientifique, nous avons arrêté l'arabe après le bac. 25 ans après le bac, on n'a pas fait d'arabe. On a retrouvé l'arabe quand on est devenu responsable administratif. Mais sinon, c'est pas normal. Et donc, il faut absolument qu'on puisse donner encore une chance à ces étudiants d'avoir l'arabe. Donc, si je fais une filière en français ou en anglais, il faut absolument que de l'un des modules d'ouverture soit dispensé en arabe. Je peux prendre justement la philosophie en arabe, ou la sociologie, ou l'histoire. N'importe quel module peut être dispensé en arabe, et ça peut être un enrichissement supplémentaire pour cet étudiant. Donc, enrichissement du bagage culturel de l'étudiant à travers le choix de ce module d'ouverture. Alors, c'est également une occasion pour l'étudiant pour découvrir d'autres champs disciplinaires. Et donc, si finalement je me dis je ne suis pas fait pour la biologie et j'ai pris de l'économie, l'année d'après je pourrais aller faire l'économie. Parce que j'aurais découvert l'économie. J'aurais jamais découvert l'économie si on ne me l'aurait pas proposé à ce niveau-là. Donc, comme je disais, un des deux modules d'ouverture est dispensé en arabe. Pour les nationaux, pour les Marocains, la question a été posée si justement il y a des étudiants qui viennent dans le cadre de la mobilité entrante, ben ceux-là ils seront dispensés de ce module-là, à moins qu'ils le désirent eux-mêmes. Parce qu'aujourd'hui on reçoit pas mal d'étudiants, notamment asiatiques, qui viennent apprendre l'arabe chez nous, pour étudier les études islamiques. Malaisie, Chine, Indonésie, notamment. Les modules d'ouverture spécifiques, en S2, S3, S6, 4 modules obligatoires de disciplines connexes au champ disciplinaire. Comme je disais tout à l'heure, ça peut être, donc je suis en maths, ben, je prends de la physique, de l'informatique et tout ce que je veux d'autre. Les compétences numériques, les compétences pour l'insertion professionnelle, aujourd'hui, ça peut être un plus pour favoriser l'employabilité des jeunes. Et c'est également des compétences numériques pour l'apprentissage. Nous sommes en train de transformer nos universités. Nous sommes en train de digitaliser nos universités. Et votre université, elle a été leader dans ce domaine, puisqu'il y a eu la production d'un certain nombre de mots, qu'il y a énormément de vidéos sur YouTube. Les enseignants ont vraiment montré une volonté à adhérer dans cette dynamique. Et donc, il faut absolument que les étudiants puissent s'adapter à ces conditions d'apprentissage par le numérique. Et si on développe ces compétences, ces nouvelles formes d'apprentissage, on va innover sur les méthodes pédagogiques. Et je pense qu'il est également temps de revoir notre cours magistral et de revoir comment on donne encore le goût dans nos amphithéâtres. Le stage social, dans le cadre des statistiques, des civic skills. Stage social. Pourquoi on retrouve ça uniquement, par exemple, à l'université Akhawaï? L'université Akhawaï a ouvert un centre à Azro, où les étudiants vont aller faire un passage là-bas pour faire du volontariat au niveau des écoles, au niveau des hôpitaux, en pleine montagne. Vous savez quoi? L'année dernière, avec Sekelimi, on a été visiter la vallée de Imlié pour voir un peu la fille rurale, comment elle est scolarisée et par quelle étape elle passe, de son droit jusqu'au collège. Et on a visité des internats magnifiques, une très belle expérience. Et avec qui on fait ça avec pas mal d'associations. Il y avait des volontaires étudiants. Vous savez, il n'y avait aucun Marocain. Il y avait des étudiants de Suède, des étudiants de Suisse, il n'y avait aucun Marocain. J'ai posé la question, est-ce que vous ne recevez pas d'étudiants marocains? Ils ont répondu que si
Ça fait 3 ou 4 ans, on avait reçu des étudiants de Ahaway, de Ifrane. C'est quand même bizarre, à 80 km, qu'on ne reçoit pas d'étudiants de Qadériya pour des simples travaux de volontariat. Et donc là, ce stage de terrain, ce stage social va également permettre l'acquisition d'un certain nombre de compétences que l'étudiant ne peut pas avoir s'il ne fait pas ce travail. Activités bénévoles, action humanitaire, éducation pour tous, la solidarité, intervention d'urgence, le secourisme par exemple. Il faut absolument qu'on forme nos jeunes au secourisme, l'extinction de feu. Vous savez ce qu'on faisait à Rabat? On a les extincteurs qui périmaient. Il y a une date qui est inscrite sur les. Alors on les donnait, ils n'étaient pas vidés parce que là il n'y avait pas de feu, et donc on les rendait à la société. La société, qu'est-ce qu'elle mettait? Elle mettait une autre date et elle nous les rendait. Elle ne les changeait pas. Donc on s'est dit, on va commencer à les vider avant de leur donner. Et on appelait les sapeurs-pompiers et on provoquait un feu. Et on appelait les étudiants pour éteindre cela. C'est un geste simple, mais qui est très important. L'extinction de feu, tout simplement. C'est une compétence de vie qui est essentielle. La mémoire et la citoyenneté, la santé, le sport, culture, loisirs, tout ça développe la personnalité de l'étudiant. L'étudiant se sent en confiance quand il a ses compétences, quand il a l'occasion de pratiquer ses activités sur le terrain. Le supplément diplôme, donc, ça renforce, ça instaure la visibilité et la lisibilité du diplôme, et ça permet une meilleure mobilité à l'international. Alors, là, je m'adresse aux étudiants. Il faudrait dire que tout ce qu'on a présenté, c'est un plus par rapport à ce qui a été préservé. Tous les avantages qui existaient dans l'ancien système de licence est resté, notamment la compensation, elle est restée. Le rattrapage, la meilleure note, garder la meilleure note entre le sup est resté. La réinscription, on a laissé la latitude au chef d'établissement et au président d'université pour décider du nombre d'inscriptions dans un module, alors qu'il était limité avant. Et puis une période transitoire. On ne veut pas venir réinstaurer ce système sur toutes les corps, absolument pas. Il va concerner les futurs bacheliers 2020. Tous ceux qui sont déjà dans leur système vont continuer. Parce qu'en 2003, on avait fait le reversement des étudiants systématiques et ça avait déstabilisé certains étudiants. Aujourd'hui, ceux qui sont dans un système continuent et ceux qui arrivent rentrent dans ce système. Parce que c'est un package qu'il faudrait qu'on offre dès la première année. Et donc, pour le déploiement de ce système, il faut absolument l'implication, l'adhésion de tout le monde, et de la communauté éducative, et des enseignants. C'est le plus important. Je pense qu'aujourd'hui, le constat qui a été présenté devant vous, il est suffisamment éloquent et parlant pour dire est-ce qu'on va encore continuer à subir le système dans lequel nous sommes? Est-ce que les étudiants vont subir cette sélection par l'échec? On n'a pas de système de sélection, mais c'est une véritable sélection par l'échec. Puisque 47% quittent l'université sans aucun diplôme. Au fait, on leur donne un faux espoir, tout simplement. Vous avez le statut d'étudiant, mais 3-4 années après, vous allez quitter l'université sans aucun diplôme. C'est pas normal. Et donc, on a inscrit un calendrier. Alors, il y avait également cette question qui a énormément été rapportée, que les départements allaient être en dehors de ce... Absolument pas. Nous sommes tous des enseignants. Nous connaissons l'importance du département, de la collégialité, du conseil du collège, du conseil du département. Tout se décide au niveau du département. Sauf qu'aujourd'hui, on voudrait qu'il n'y ait plus de cloison entre les départements. On voudrait favoriser la transdisciplinarité. Et c'est pour ça qu'on propose la création d'un conseil de chefs de département.
Certains moyens, ils font des réunions régulières avec les chefs de département, mais d'autres non. Et là, on va l'instaurer, institutionnaliser ce conseil de chef de département. Pourquoi? Parce que dans une filière, plusieurs départements peuvent intervenir. Il n'y a plus filière de biologie ou de chimie, non, absolument pas. On va proposer des filières bidisciplinaires, voire 3 disciplines. Et donc plusieurs départements participent et contribuent dans cette filière. Et donc il faut absolument une plateforme de discussion de tous ces départements. Et le chef d'établissement va être l'homme orchestre de ce conseil de département. Et tout se décidera dans ce conseil de département. Alors, je suis en train de voir mon ami Mustafa pour les FST. Je me suis réuni avec les doyens des FST. Et je leur ai donné la latitude de décider leur modèle pédagogique, leur architecture. Pourquoi? Parce que les FST ils sont restés longtemps sur le Bac+4. Et le produit Bac+4, aujourd'hui, il est encore demandé sur le marché. Il est très demandé. Et donc, s'ils sont prêts pour la rentrée prochaine, ça va être là. Sinon, ils viendront après. Mais il faut absolument que les FST retrouvent l'apogée qu'ils avaient quand ils étaient à Bac+4. Et donc, pour instaurer ça et l'asseoir, nous avons une chronologie de déploiement. On a lancé une campagne de communication à partir de la tenue de 23 décembre de la conférence des présidents d'université. Pour le mois de janvier, nous avons demandé au réseau de nous produire des filières types. C'est quoi les filières types? On ne va pas produire des contenus à la place des enseignants, absolument pas. Mais on va donner l'ossature de chaque filière pour les descendre au niveau du département et permettre aux enseignants de renseigner cette ossature. On va jusqu'à fin mars pour proposer ces filières. Donc tout le mois de février et tout le mois de mars pour produire les contenus. Pourquoi? Parce qu'il nous faut 2 mois également d'évaluation par l'année. Fin mai, on ouvre le portail national d'orientation, parce que là, on aura les filières déjà accréditées et on aura implémenté ces filières sur le portail. Fin mai, on publie les listes des filières officielles. On lance les préinscriptions début juin via Internet. Dépôt d'inscription en juillet pour démarrer, Inch'Allah, en septembre, ce nouveau système. Donc je compte énormément sur l'adhésion de tout le monde, sur la mobilisation de tout le monde. Nous sommes tout à fait ouverts, ministère, président, doyen, de répondre à n'importe quelle situation, à n'importe quelle contrainte. Bien entendu, et c'est quelque chose qui revient à chaque fois, il va y avoir des mesures d'accompagnement. On ne peut pas mener une réforme aussi importante sans mesures d'accompagnement, en poste budgétaire, en moyens financiers. 2020, 1400 postes budgétaires qui vont être donnés aux universités. Cette année, on va les lancer très vite, dès le mois de janvier. On va ouvrir les sessions de recrutement. Première échéance, fin mars, pour qu'on mette la pression sur les universités à procéder au recrutement rapidement. Deuxième échéance, fin juin. Et après, s'il y a des postes qui n'ont pas été utilisés, eh bien, ils vont retourner au ministère. Et le ministère va recruter pour les universités. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on est encore en train de perdre des postes budgétaires. Il faut absolument qu'on démarre ce processus dès janvier. Donc dès janvier, cette semaine, début de semaine prochaine, je devais le faire cette semaine, mais on est ici à Marrakech, mais à partir d'année, on va envoyer les postes budgétaires aux universités. Donc je compte énormément sur vous, sur votre mobilisation, sur votre adhésion, pour partager ce constat, pour le discuter, pour nous faire vos propositions, vos remontées, et nous sommes tout à fait ouverts à l'ajuster, à l'orienter en fonction de vos positions, en fonction de vos apports. Merci pour votre écoute. Désolé si j'ai été un peu...